Je mets une petite raclette dans ma poêle. Allez, petite raclette fondue. Oh non, il y a des cendres. Oh, fou. Ah, ah, je brûle. Ah, ah. Il faut faire le mélange ultime de toutes les saveurs. Avec le cervelas. Le cervelas. Vite. Le cervelas sur le pain et la raclette. Pour obtenir le mélange ultime de toutes les saveurs. Des noisettes. C'est des petits jeunes qui prennent l'avion pour aller en voyage et qui manifestent le vendredi contre le réchauffement du climat. Mais ils n'en ont strictement rien à faire. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas la moindre idée. Ils n'ont peut-être même pas le début de la chose dans leur esprit de ce que c'est une prairie sauvage en soi. Ce que c'est réellement les rapports entre les insectes. C'est du pur concept. D'idéologies dominatrices dans notre société vont faire en sorte que le monde devienne de plus en plus conceptuel. On va bientôt perdre le nom des aliments. On va bientôt perdre le nom de toutes les choses. On va s'éloigner de plus en plus des choses en soi. Alors je ne dis pas, pour ceux qui voudraient m'attaquer sur un plan philosophique, je ne dis pas qu'on peut accéder aux choses en soi. Mais on peut s'en rapprocher un maximum. On peut être la première chose qui capte la chose en soi. On peut être la première conceptualisation d'une chose. Cet arbre, quand je le regarde, je suis la première conceptualisation de ce que j'ai vu. C'est vers ça qu'il faut se rapprocher. C'est vers les conceptualisations les plus proches des choses. Je les sens arriver, ces écologistes conceptuels. Je les sens déjà. Arriver. Oh non, mais il faut installer des bouli-blou électriques à la place de la prairie sauvage. Je suis un écologiste. Au nom de l'écologie, je condamne à mort. Au nom de l'écologie, je vous condamne. Les champignons, ce sont des écailleux. Et c'est facile à savoir pourquoi ils s'appellent écailleux. Parce qu'ils ont comme des écailles. Des écailles de reptiles sur leur dos. Enfin, sur leur chapeau. Ils sont tout poilus en dessous du chapeau. Ça fait plein de petits poils, on dirait une forêt de sapins miniature. J'en laisse quelques stations parce que je sais pas exactement comment ils se reproduisent, donc je me dis
Chaque fois que je vois un groupe, eh ben, j'en ramasse et je laisse une petite station. Comme ça, il pourra répandre son patrimoine génétique. Parce que je pense, mais je suis pas certain, que tous ceux qu'on voit à un même endroit, ils doivent avoir le même patrimoine génétique. Ça va être le même mycélium qui fait remonter plein de champignons. Mais je suis pas certain de cela, je suis pas très connaisseur. Mais regardez, vous voyez la texture qu'il a. Et je suis obligé de le poser parce que j'arrive pas à filmer en même temps. Regardez une pive. Ça ressemble quand même beaucoup, regardez. Si on prend une pive plus vieille, ça fait le même genre de texture. Alors, est-ce que c'est un camouflage ou est-ce que c'est du hasard? Mais ça sent le camouflage, ça sent l'évolution, ça sent le champignon qui a évolué au pied des sapins, au pied des pives. Mais je suis pas certain. Peut-être que c'est pas du tout ça. Parce que, ok, celui-là il a du camouflage, mais ils ont pas tous un camouflage de ce type. Donc je ne sais pas. C'est peut-être purement physique, c'est peut-être purement sa morphologie qui fait qu'il craquelle comme ça. Mais bon, ça doit pas être un désavantage d'être habillé la même chose que toutes les pives qui sont par terre. Hop. Hein, d'ailleurs, moi-même, je suis habillé comme une pive par terre. Je suis habillé comme un sapin. Ça, c'est un bolet. En dessous, on dirait une grosse éponge. Ah, c'est clair que ça aurait été meilleur avec une petite tranche de porc. Hein. Recette originale de la saucisse de veau au cèpe de Bordeaux. Ouais, puis pourquoi c'est marrant? Parce que marrant, parce que d'habitude, avec le cèpe de Bordeaux, qui est un des meilleurs champignons du monde, on fait une viande noble, tu vois. La sauce, je ne sais pas si j'ai déjà dit, la sauce c'est donc du vin blanc, un peu de vin blanc, un peu d'oignon, un peu de crème, du sel et du poivre, mais pas de moutarde. Et un petit peu de maïzena pour remonter la sauce. Et puis du poivre noir. Il y a plein de fruits qui tombent par terre et qui restent au sol et ça attire les hérissons. Et chaque année, il y a des hérissons qui viennent. Du coup, je vais leur faire une cabane pour qu'ils puissent rester. Je vais leur faire un abri. Avec une caisse que j'ai ouverte. Une caisse que j'ai ouverte et j'ai mis de la sciure en dessous. Je suis à peu près sûr que cette baie est rouge et de la famille des résinets. Donc je peux la goûter. Les petites baies rouges. Je filme cette chose après avoir commencé le montage de la vidéo. Et donc après avoir commencé à intégrer des éléments de jeux vidéo, un peu plus que d'habitude. Les gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, ils cherchent des manières de rendre appréciable une activité qui ne l'est pas de base. Ils cherchent à rendre heureux les gens alors qu'ils sont en train d'accomplir une activité purement virtuelle, une activité qui n'aura pas d'impact sur leur existence. Et ils cherchent à faire en sorte que le cerveau considère qu'il y a un impact énorme alors qu'il ne se passe rien. Et donc, tous ces mécanismes, on pourrait tenter de les utiliser
Et non pas les mettre dans une activité virtuelle, mais dans la vraie vie. Enfin, je dis on pourrait tenter, mais en réalité, je pense que des gens le font depuis des milliers d'années. C'est-à-dire rajouter des enjeux qui donnent une saveur à la vie, comme des épices. Alors je sais pas si le fait de rajouter des points de vie aux objets et des propriétés aux objets de manière comme si c'était dans un jeu vidéo, je sais pas si ça rend vraiment heureux, mais je trouve ça amusant en tout cas pour l'instant que je suis en train de le faire. Je trouve ça amusant mentalement et ça me fait un regard assez amusé sur le monde. Je vois une pive et je me dis ah bah tiens, la pive on peut pas la manger, donc si on la mange ça diminue nos points de vie, mais peut-être que vu qu'elle a une forme comme des petits boucliers, eh ben, elle peut augmenter la défense. Et donc ça fait un peu rêver, ça fait se balader mentalement dans le monde qui nous entoure. Et ça fait beaucoup penser à Paracels en fait. Ça fait penser à Paracels qui était comment on appelle ça là, un alchimiste. Paracels qui a fait la théorie des signatures. Et donc effectivement ce que je viens de faire avec la pive, c'est la théorie des signatures. C'est-à-dire la pive a des boucliers et donc forcément elle va aider les boucliers. Et ça c'est des logiques qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, un objet en forme de cœur, il va donner de la vie. C'est-à-dire on a symbolisé la vie par un cœur. Et donc les objets qui ont une forme de cœur et qui sont rouges, ils ont un lien avec la vie. Etc. etc. Et bon, il y a plein de logiques, il y a plein de différentes logiques dans les jeux vidéo. Mais vous voyez cette logique de ah bah si ça a une forme de bouclier, c'est que ça doit aider la défense. Ou bien être particulièrement fort en défense, ou etc. Et c'est une logique symbolique en fait. C'est une logique symbolique qui n'est pas efficace pour analyser le monde de manière très construite, mais qui est sans doute très efficace pour rendre heureux et enfantin. Et c'est pour ça que c'est utilisé dans le jeu vidéo. Ces temps, je pense beaucoup à Tolkien, et une chose qui est intéressante, et ça fait longtemps que je l'avais remarqué chez Tolkien, c'est cette idée que l'on ne veut pas notre propre aventure. On voudrait une autre aventure que la nôtre. Notre aventure à nous, elle est tellement difficile. Elle est tellement affreuse. Elle est tellement insensée. Notre aventure à nous. Et pourtant, c'est celle-là, notre aventure. Et ça, je crois que c'est un thème qui est présent, qui est assez fortement présent dans Seigneur des Anneaux, mais c'est pas le thème principal, c'est pas celui qui ressort le plus souvent. Mais c'est un thème très profond philosophiquement. C'est l'idée que quand c'est notre aventure, elle fait mal. Et c'est... Alors ça, Tolkien ne le dit pas, mais là pour le coup c'est plus nietzschéen, c'est parce qu'elle fait mal que c'est notre aventure. Mais chez Tolkien, c'est surtout cette idée que l'aventure des autres, elle a l'air incroyable, alors que notre aventure, on la trouve médiocre. Et pourtant, l'aventure des autres, pour eux, c'est leur aventure. Et pour eux, c'est un calvaire. Et donc, je trouve ça très intéressant, cette pensée. Et une deuxième pensée qui me vient par rapport à Tolkien, c'est bon, comme toujours dans ma vie, je me ronge le cerveau sur des questions philosophiques beaucoup trop compliquées, des questions paradoxales, des questions qui viennent détruire la pensée elle-même, des questions kafkaïennes, c'est-à-dire qui sont cauchemardesques de par le fait qu'elles détruisent la base du commencement d'elles-mêmes, et puis elles contredisent la contradiction, etc. Des idées vraiment, vraiment emmerdantes, vraiment embêtantes en philosophie, et notamment toute cette idée autour du concept. Est-ce que la différence entre les choses conceptuelles et la réalité, et bon voilà, ça c'est un truc philosophique de plus de 3000 ans, de plus de 2500 ans, et c'est amusant parce que en pensant à toutes ces choses là sur les concepts, faut-il dire dire le monde ou vivre le monde, la différence entre être et dire, toutes ces contradictions entre le langage et l'existence, etc. J'ai pensé à cette chose, justement, en pensant à la chose comme une quête, comme une aventure. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans Seigneur des Anneaux, pour détruire l'anneau, il faut retourner là où il a été forgé. Le seul moyen de détruire cet anneau, c'est pas de l'amener le plus loin possible de où il a commencé. C'est retourner précisément dans la forge qui a pu le forger. Et ça, je pense, Tolkien est suffisamment intellectuel pour
Alors, il a peut-être pas voulu dire exactement ce que je dis là, mais la structure, cette idée qu'il faut ramener la chose à l'endroit où elle est née, et que c'est là, c'est dans le feu créateur. Seul ce feu créateur peut défaire ce qu'il a créé. Et je pense fortement à ça, parce que je suis confronté à une contradiction énorme, justement, un problème kafkaïen de la philosophie. Toutes les philosophies qui attaquent le concept, toutes les philosophies qui attaquent l'idée, le font avec des concepts et des idées. Et ça, c'est vraiment problématique. Et c'est un reproche qu'on fait souvent à Nietzsche et à beaucoup d'autres philosophes. C'est, Nietzsche, il dit partez, courez dans la forêt, machin, mais il a écrit des livres. Il a émis des concepts philosophiques compliqués. Et donc, on est dans un paradoxe de cet ordre-là. Eh ben, il me semble que Tolkien répond, peut-être sans vraiment le vouloir, à ce paradoxe en disant, eh bien, c'est dans le feu créateur de l'anneau, enfin, c'est le feu créateur du Mordor, que l'anneau peut être détruit. Et donc, c'est peut-être intéressant. Et donc, il faut porter si... Alors, je sais pas si c'est exactement ça qu'il faut faire, peut-être que je délire dans la poésie, mais si on veut détruire la surconceptualisation du monde, il faut aller dans le feu créateur des concepts. Il faut retourner là où les concepts sont faits. Enfin, peut-être que c'est juste... je sais pas.